Bienvenue sur Les Échappées du Leadership, le seul podcast où le leadership se réinvente un pas après l'autre. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode lumineux des Échappées du Leadership. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Albine Marais, guide de transformation intérieure, experte en hypnose et passionnée par les sentiers de vie, qu'ils soient physiques ou symboliques. Albine, tu es hypnothérapeute, praticienne en soins énergétiques, mais surtout, tu es une véritable ouvreuse de chemin. Hâte de découvrir comment transformer nos blocages en étapes vers la sérénité et libérer notre plein potentiel. Bonjour Albine. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette nature, on va dire ça comme ça. Ouais, mais on va en parler de cette nature, puisque quand je t'ai posé la question où est-ce qu'on peut aller Albine, tu n'as pas hésité une seconde. Alors où est-ce qu'on est Albine ici ? On est donc sur le Rocher des Vierges, qui est sur mon chemin de prédilection, le chemin de Saint-Jacques. Voilà, il y a un petit morceau de la voie d'Arles qui passe par ce joli rocher, donc qui est près de Montpérou, près de Saint-Saturnin de Lucian. Et c'est un endroit magique, plein de lumière, plein de poésie, avec une petite chapelle à son sommet qui est extraordinaire et qui vous accueille avec toute sa belle énergie. Donc c'était évident pour moi de t'emmener là aujourd'hui. Bah écoute, merci de me faire découvrir, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Et c'est vrai que les perspectives sont belles, la végétation est magnifique, donc merci pour ça. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose souvent une question à mes invités. Peux-tu nous dire quelles chaussures tu portes aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles disent de ta journée ? C'est mes chaussures favorites, c'est les Sportiva. Elles me disent que je vais faire ce que j'aime le plus au monde, marcher. Okay. Voilà, c'est les chaussures que j'ai choisies pour ma première expérience en montagne, le GR20. C'était en 2017 et depuis je ne porte que ces chaussures-là. D'accord. Bon, bah écoute, la marque, tu peux nous la dire ? Sportiva. Sportiva, très bien. Ce lieu et plus généralement le chemin et le camino, comme tu dis, comme vous dites, puisque je ne fais pas encore partie de ces chanceux qui ont fait le chemin. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Ça symbolise le chemin de la vie, ça symbolise l'amour. Voilà, c'est vraiment ce que j'y ai trouvé en fait. C'est ce sens qu'on peut trouver sur le chemin, de par ce qu'il représente, de par ces centaines d'années d'histoire de pèlerins. Et ça, on s'y connecte vraiment pleinement. Et en fait, ce retour à soi, en fait, c'est un peu... j'ai souvent comparé le Camino, le chemin, à l'Odyssée d'Ulysse. En fait, on y vit la même expérience, on meurt à soi-même et on renaît différent sur le chemin. Merci, je te laisse un petit instant. Donc la prochaine question c'est pourquoi cet endroit est si spécial, mais on sent déjà l'émotion et ce que ça représente pour toi. À quel moment tu t'es dit Saint-Jacques, je le ferai dans ma vie ? Je l'ai toujours su en fait, bizarrement, et je sais pas d'où ça vient parce que bon. J'ai reçu, comme tout le monde, une éducation catholique, mais alors j'ai des parents qui n'étaient pas du tout pratiquants, donc ça vient certainement pas d'eux parce qu'ils ne pratiquaient pas la marche non plus, donc c'est déjà une évidence que ça ne vient pas d'eux, mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu, su et cru dans le chemin de Saint-Jacques. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré plein de belles personnes sur mon chemin de vie qui avaient arpenté le chemin de Saint-Jacques. Et c'est des gens qui m'ont porté en fait le jour où j'ai pu concrétiser mon rêve réellement en fait. Le jour où il est venu me chercher, me sauver. Voilà. Peut-être est-ce que tu as un souvenir de ton tout premier moment de marche ? Alors pas celui où tu as appris à marcher, mais oui. Là où vraiment tu te dis là je suis en marche, je marche et j'apprécie marcher. C'est vrai que j'ai commencé finalement sur le tard, la marche. Bizarrement, oui, j'ai des souvenirs de rando quand j'étais adolescente, mais ça n'avait pas de sens en fait. Ouais. Pour moi, c'était vraiment un truc un peu laborieux, sans intérêt, enfin voilà. Et puis petit à petit, ouais, si je dois me rappeler vraiment de la première qui m'a marquée, c'est
un soir où j'avais festoyé un peu trop d'abus, un peu trop de mon matériel. Et je me souviens, j'étais à Saint-Georges-d'Orques, 3 heures du matin. Et là, je me dis, en fait, je veux voir le lever du jour sur les Pyrénées. J'ai pris ma voiture et je suis arrivée pile poil au-dessus du col de Payrès, face aux 3 lacs. Et le jour commençait à se lever. Et là, je suis partie pendant 2 jours randonner dans ce coin-là avec mon sac à dos, ma tente. Et ça a été la première fois où il y a eu un sens réel, quoi. Où il y avait une connexion, mais parfaite avec la nature, ce rendez-vous en fait qui était donné avec le soleil qui se levait. Je me souviens des strates, mais pile au moment où j'ai garé la voiture, quoi. C'était vraiment incroyable. Et là, ça m'a connecté à quelque chose. Ok. Alors, je vais juste pour préciser pour les auditeurs que tu as une expérience professionnelle dans le monde dentaire. Donc, on est loin de ces univers-là. À quel moment s'est fait cette bascule d'un monde plutôt classique, plutôt même assez fermé, vers un extérieur En fait, ça a été plusieurs étapes. Je suis un peu comme les chats. Je crois que je dois être à ma 5e ou 6e vie à peu près, donc il faut que je fasse gaffe, il m'en reste plus beaucoup, donc on en profite. Mais donc je suis d'abord issue du monde de l'entreprise commerciale, dans l'horlogerie, donc bon, il y avait quand même ce côté manuel, mais très axé commercial. Donc pendant 14 ans, j'ai vécu ce monde-là, le monde de l'entreprise, de la rentabilité, du chiffre d'affaires. Et puis à un moment de ma vie, en fait, ça n'a plus du tout de sens. Mais plus du tout de sens, en fait. Je me disais, mais c'est... moi, petite fille, je me souviens de m'être reconnectée à ce qui faisait sens pour moi petite. Et moi, je m'imaginais devenir missionnaire. Moi, j'avais qu'un exemple dans ma vie, c'était Mère Teresa, qui donnait de son temps, de son énergie pour aider ceux qui en avaient besoin. Et pour moi, c'était ça la vie, c'était ça qui avait un sens. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, désolée pour Canon, mais je vendais des cartouches d'encre. Et ce matin-là, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, elle est où Mère Teresa? Tu pollues la planète, tu vends des trucs qui servent à rien, et tu te fais pourrir pour ça. Donc déjà là, il y a eu un premier déclencheur du ok, il faut que je donne un sens. Et là, c'est le milieu médical qui m'a attirée. Mais à l'époque, j'étais en famille recomposée, donc j'avais 4 bambins à la maison qui avaient beaucoup besoin de moi. Donc sur le coup, je me suis reprendre mes études d'infirmière avec 4 enfants à la maison. Je ne vois pas le concept. Et puis, la vie avait fait que j'avais un de mes meilleurs amis qui était dentiste. Et puis, un jour, on se rencontre. Je lui dis un peu que je cherche le sens de ma vie. Et il me dit, oh, mais toi, je te vois trop assistante dentaire, quoi. Donc, voilà, les hasards de la vie ont fait que je rencontre un dentiste sur Saint-Jean-de-Védas qui me fait faire un essai parce qu'il a besoin de quelqu'un pour un jour. Je me dis, au moins, je verrai si je m'écroule dans les pommes ou pas. Et finalement, j'ai pratiqué pendant 12 ans ce métier, qui avait pour moi, sur le moment, un sens merveilleux, quoi. C'était de pouvoir rassurer, de pouvoir apaiser, de pouvoir seconder. Enfin, c'était pour moi vraiment quelque chose de magnifique. Et j'avais vraiment cette idée du monde du soin, du monde du médical bienveillant. Et j'ai complètement déchanté en 12 années, malheureusement, où je me suis aperçue que ça peut être une réalité, mais ce n'est pas monnaie courante, en fait, dans le milieu médical. Et petit à petit, en fait, j'ai complètement à nouveau perdu qui j'étais. J'ai toujours été quelqu'un, peut-être soit, ça m'a été reproché de trop gentil, mais je trouvais que dans ces métiers-là, la bienveillance, c'était ce qu'il y avait de plus important. On me l'a reproché. On m'a imposé une vaccination qui était contre mes principes, mais par loyauté, je l'ai fait. De toute façon, j'avais des menaces de peine de prison si je ne le faisais pas. Enfin, et tout ça, en fait, a fait que je me suis complètement perdue, jusqu'à arriver à un burn-out terrible. Et où là, j'ai carrément mon boss qui me dit clairement qu'il me dégage, en fait. Donc après 12 ans de bons et loyaux services, d'un coup, plus rien, quoi. Plus rien du tout. Et puis surtout, plus du tout cette envie de retourner dans ce milieu-là, quoi. Enfin, pour moi, c'était devenu impossible. C'était nuisible, en fait, pour les gens, alors qu'on était soi-disant dans le monde du médical, le monde du soin, quoi.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic de t'engager sur le chemin. C'est vraiment cette sensation en fait que j'ai eue à ce moment-là. Moi, mon job, c'était mon dernier pilier solide. Hein. J'avais divorcé, ça faisait 7 ans que j'étais séparée, mes 2 enfants étaient partis, ils faisaient leur vie. Donc je m'étais acheté mon petit appart à crédit. Donc mon job, c'était mon pilier, quoi. C'était ce sur quoi je comptais au quotidien. Donc de ma structure intérieure, moi j'avais très peur du manque, donc là perdre mon job, mais ça a été la panique totale. Et je me souviens vraiment, ça a été comme si d'un coup on avait ouvert des trappes sous mes pieds et je tombais. Et je me suis mise à tomber comme ça en permanence pendant plusieurs jours. C'était juste incroyable. Je me souviens justement de mon boss qui me dit voilà, on va faire une rupture conventionnelle, il me faut une réponse de suite. Mais j'étais pas capable, quoi. Il n'y avait plus un mot qui sortait de ma bouche, j'étais complètement tétanisée, prostrée, enfin. Et je me souviens que dans cette chute, j'appelle ma petite sœur pour lui dire, je lui dis mais voilà ce qui se passe. Et elle m'a répondu, elle me dit Bichette, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, accepte. Pour l'instant ça te fait peur, mais tu vas comprendre le sens. Et 48 heures après cette phrase, j'ai vraiment eu cette sensation que quelque chose venait sous mes pieds. Quelque chose me récupérait. Et ce quelque chose, c'était mon chemin de Saint-Jacques qui arrivait, mais comme un cadeau, en fait. De dire, mais c'est là, c'est maintenant. Ok. Quoi. Alors on va poursuivre justement sur ton cheminement et ta transformation intérieure. On est quand même dans une société où tout va très vite, souvent trop vite. Pour autant, on suit, on essaye de suivre en tout cas. Toi, tu as choisi depuis la lenteur, en tout cas le ralentissement. La marche est un de ces vecteurs. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça a changé par exemple ta perception du temps, le rapport à ton corps? Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Déjà, c'était intéressant parce que, comme tu le dis, moi j'étais vraiment dans la précipitation. Mon métier veut ça, l'anticipation, tout est toujours urgent. Donc c'était tout le temps du speed. J'étais marathonienne, j'étais triathlète, donc tout était course, tout le temps. Donc au départ, forcément, tous les gens qui me connaissaient, quand j'ai dit je pars faire Saint-Jacques, tout le monde m'a dit « Ah, tu pars à Saint-Jacques ». Et là, je les ai regardés, je suis dit « non, en fait, je pars sur Saint-Jacques ». Et là, en fait, mes parents un peu en panique de dire « Non, mais c'est quoi cette folle qui part toute seule en tant que femme sur Saint-Jacques ?» Et là, je les rassure, je leur dis « Non, mais en fait, je vais juste me chercher sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, les gars, dans 2 jours, je suis là, quoi. » Et bon, la petite histoire a duré 2 mois. Mais, et en fait, c'est vrai que le chemin m'a apporté ça, comme tu le disais, cette notion du temps. En fait, c'est cet espace de prendre le temps, de mettre du cœur. En fait, sur le chemin, tu es limité à l'essentiel de la vie. Ton but, c'est cheminer, arriver, te laver, te nourrir, laver ton linge, dormir, repartir. C'est la seule chose que tu as à faire dans la journée. Et tu le fais bien. Tu le fais en conscience. Et c'est un cadeau de voir que finalement, au départ, on m'a surnommée, en fait, j'ai entendu parler d'une légende à un moment sur le chemin de Saint-Jacques, de Strong Woman. Et je me disais, c'est bizarre cette légende de Strong Woman. Et un jour, je croise quelqu'un qui dit, mais moi j'ai une photo de Strong Woman. Et il me fait voir la photo, et je fais, ah mais c'est moi en fait. Et en fait j'avais cette réputation parce que j'étais quand même encore, même sur le chemin, dans ce truc, je me tapais des 40 bornes par jour. Et je te le disais tout à l'heure dans la discussion, pour moi il était hors de question d'avoir un jour de repos, quoi. C'était le but, c'était j'avance et donc je suis pas là pour, c'est pas des vacances en fait. Donc j'avais encore du mal et c'est petit à petit en fait où le chemin t'apprend et t'éduque dans ton corps, dans tes sensations, dans ce que tu vis, il t'apprend à ralentir en fait. Et c'est là où tu touches à la grâce en fait de la vie. En fait, c'est dans chaque instant et de se dire mais chaque minute, chaque seconde que tu vis, c'est un cadeau et vis-le quoi. Vis-le au lieu de tout brûler quoi. Ouais, et j'imagine qu'au retour, c'est pas si simple de s'appliquer ça au quotidien. Disons qu'au départ, ce qui n'est pas si simple, c'est de revenir en fait, de revenir à cette vie. Ça a été un cauchemar. Moi, alors déjà, première anecdote, alors ça m'avait fait rire parce que
Donc de par mon métier, de par mon état d'esprit, avant je projetais tout. Tout était projeté à 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, c'était tout le temps, je prévoyais à l'avance mes vacances, tout était calé. Et là, en fait, j'étais pas encore arrivée à Santiago, mais j'approchais, donc j'étais sur mes derniers jours, et mon fils m'appelle et me dit « Écoute maman, on sait qu'après 2 mois, ton retour va être compliqué, donc si tu veux, viens avec nous en Bretagne, on t'emmène 1 mois chez Ilona, ma belle-fille, on t'emmène là-bas et ok, tu nous dis. » Et là, je dis à mon fils, je dis « Mais je ne peux pas te répondre en fait. » J'étais plus capable de me projeter. En fait. Pour moi, 3 jours, c'était le bout du monde en fait. Je ne pouvais même plus me projeter à 1 heure. Je vivais. C'était simplement ça, quoi. Donc, ce retour à la vie d'avant, c'est juste abyssal. Tu rentres, en fait, j'ai rien reconnu, en fait. C'était étrange. J'étais étrangère chez moi. J'étais incapable, j'avais mis mon appartement en location, donc du coup, il n'y avait pas les draps, il n'y avait rien sur les lits. Et je suis arrivée, je n'ai pas pu pendant 4 jours enlever mon sac à dos et mon sac à viande. Je dormais dans mon sac à viande. Ma maison, c'était mon backpack, quoi. Je pouvais pas. C'était ça chez moi, en fait. C'était plus ce truc dans lequel j'étais. C'est d'ailleurs même éprouvant de ne pas reconnaître certaines personnes qu'on a aimées avant. Tellement en fait l'énergie a totalement changé. Et là, c'est ça aussi que le chemin apprend, c'est à se sentir soi au plus profond et ressentir l'autre au plus profond, sans besoin de paroles, sans artifice. Et c'est déroutant quand tu rentres parce que des gens qui te sont très proches de ta famille sont devenus d'illustres étrangers. Alors que tu as fait de tes frères et de tes sœurs d'âme des gens inconnus. Mais parce que là, en fait, il y a une vraie connexion d'énergie, de sens qui est là, dans une vraie communication d'âme. Et là, en fait, tu ne te trompes pas sur les gens. Et donc, il faut réapprendre à vivre, en fait, là-dessus, se reconfronter à un rythme de vie plus rapide, aux peurs des gens. Donc j'ai réussi à maintenir cet état de grâce pendant 1 an et demi, à travers les conférences que j'ai pu mener, et puis au fait de décider finalement de ne pas lâcher le chemin, de continuer. Parce que pour moi, je ne voulais surtout pas trahir le chemin. Donc oublier ce que j'y avais appris, pour moi, c'était comme trahir le chemin, en fait. Mais c'est si compliqué. On va poursuivre, on va revenir sur des moments que tu as vécu sur le chemin de Saint-Jacques. Tu as parcouru environ 1600 km, c'est ça, jusqu'à Compostelle. Qu'est-ce que tu as appris de toi quand tu as traversé ces défis, puisque les défis étaient quotidiens, j'imagine? J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait face à tout ce que j'aimais pas chez moi, en fait, parce que là, du coup, tu n'as plus rien qui fait barrière, donc tout ce que tu es, tu te le prends en pleine face. Et j'ai surtout appris à m'aimer aussi et de voir. Alors la volonté, je savais que je l'avais de par les sports que j'avais pu faire, mais c'était une volonté, je dirais, mentale en fait. Donc oui, je savais que j'avais cette force du mental, mais je respectais pas en fait mon âme ni mon corps. Et donc là, en fait, j'ai réussi à dompter ce mental. Ça a mis beaucoup de temps, ça a mis 1 mois et demi. Mais à un moment, en fait, il y a eu vraiment cette libération du mental. Et donc là, j'ai compris que ma volonté, ça avait été une volonté de cœur, une volonté de respect de mes limites, d'accueillir finalement ce mental qui tous les jours me disait « mais maintenant t'arrêtes et tu rentres ». Quoi. Et je me souviens justement le moment où je me suis libérée de ça, où mon mental s'est tu, c'est un moment de grâce que j'oublierai jamais de ma vie, quoi. Là, tu vis chaque seconde pleinement et tu es en amour avec qui tu es, tu es aligné à toi-même et ce que tu es, c'est noble en fait. C'est vraiment... Donc ça a été ça en fait, c'est de saisir finalement ce qu'il y a en chacun de nous en fait, hein, cette partie de lumière extraordinaire qu'est l'être humain. Et voilà, c'est vraiment à ça qu'on se reconnecte en fait. Alors tu parles justement de connexion. S'il y avait un moment là, qui te revient en tête de ce long chemin, ça serait lequel? Comment choisir un moment?
Ouais, un qui m'a... Pardon. Ça va être dur à gérer les émotions. Ouais, un moment qui était vraiment fort. Il y en a eu plein de beaux. Il y a eu des cadeaux extraordinaires. Il y a eu des éclats de rire incroyables. Mais un moment fort, ça a été... En fait, moi, j'ai voulu partir... vraiment puriste sur le chemin, donc j'ai pas pris de bouquin, je suis pas allée sur internet, je voulais découvrir, donc j'étais la nana qui connaissait rien au chemin, sur le chemin, c'était désespérant. Et puis on m'avait dit t'as ton caillou, et là je disais mais qu'est-ce qui m'embête ces gens et que j'ai mon caillou, c'est quoi cette histoire de caillou? Et puis donc je chemine des semaines et des semaines, un mois, et puis un matin après une longue discussion qui n'avait rien du hasard au sujet du suicide, qui m'a ramenée à la mort de ma marraine, ce matin-là, je pars cheminer toute seule, très tôt, et là j'arrive à un moment nez à nez avec une croix. La croix de fer et la Cruz del Ferro, et c'est le fameux endroit où on doit déposer son caillou. Donc là, j'ai compris, en fait, j'ai vu un monticule de petits cailloux. Je fais, ah ok, c'était ça. Et là, vraiment, tu te déposes, quoi. Et c'est là où j'ai laissé ma marraine, je lui ai dit au revoir. Et c'est là où moi, je me suis trouvée. Prends ton temps. Ouais. C'est, voilà. Pourtant, c'était 2022, mais c'est toujours là. C'est que tu arrives à te connecter fortement encore ça. à ce moment. Ouais. Alors on parle souvent de seul face à soi, sur le chemin, dans la construction, le cheminement, mais tu as parlé d'éclats de rire aussi et de moments joyeux. Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre, ou plusieurs d'ailleurs, qui te viennent à l'esprit, qui t'ont amené quelque chose d'un peu extraordinaire? Ça a été, bon, il faut voir comment je suis partie. Hein. Donc je suis partie en colère, et avec une rage au ventre contre les hommes, c'était juste même pas imaginable. Donc je suis partie sur la voie d'Arles, exprès pour voir personne, parce qu'on m'a dit cette voie-là, elle n'est pas fréquentée, donc c'est pour toi. Et donc c'était le mot d'ordre, je marche seule, je chemine seule, personne ne marche avec moi. Ça, c'était une évidence, et surtout pas les hommes. D'accord. Donc, j'ai un de mes frères du chemin qui en a fait les frais, Thierry, qui est un garçon charmant et que j'aime vraiment profondément et qui a payé pour tous les hommes de la terre entière, qui a essayé de s'obstiner à marcher avec moi. Je l'ai menacé avec mon bâton de marche. Ça a été quelque chose d'assez fondamental. Et donc pendant très très longtemps, c'était le principe. Les gens qui me croisaient savaient que il fallait pas marcher avec moi, il fallait me laisser tranquille. J'étais très sympa dans les auberges, mais surtout pas en marchant. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à me réouvrir. J'ai compris déjà que sur le chemin espagnol, ça allait être différent, parce que là, c'était beaucoup plus fréquenté. On m'a dit justement qu'il fallait que je me prépare à cette ouverture, que là, j'avais eu en fait ce mois d'introspection, que j'avais travaillé à l'intérieur de moi, mais que là, c'était le moment de s'ouvrir et d'appliquer en fait ce que j'avais compris de moi-même. Donc je savais que l'ouverture devait se faire, mais je restais quand même sur mes gardes, les hommes. Et je me souviens de ce jour-là, je suis dans un tout petit village espagnol, paumé, je ne sais même plus le nom. Et là, je rencontre une dame très forte, une Irlandaise, très très forte. Je me disais, j'étais admirative, je me disais, mais comment elle peut faire pour marcher autant avec le poids qu'elle a? Très très sympa. Et elle me dit en anglais, elle me dit, mais tu ne connais pas Gérard? Non, pas du tout. Mais Gérard, quand même, tout le monde connaît Gérard sur le Camino. L'Irlandais, non, je suis désolée, je ne connais pas Gérard. Bon. Elle me dit, mais il faut absolument que tu le rencontres, tu vas l'adorer. Je dis, non, mais c'est un mec. Donc non, je ne vais pas l'adorer, en fait. C'est pas compliqué. Et puis, dans la petite église de ce village, il y avait une exposition sur tous les lieux de pèlerinage au monde. C'était extraordinaire.
Tout était en fait dans le clocher de l'église. Donc tu montais un escalier en colimaçon et tu avais des photos de tous les lieux de pèlerinage, la Mecque, enfin. Et il y avait une énergie mais juste folle dans cet endroit, une émotion incroyable à travers ces photos. Et j'arrive tout en haut au bout de cet escalier et là j'entends une voix d'ange retentir dans cette église. Mais une voix extraordinaire. C'était tellement beau, je voulais tellement pas que ça s'arrête que je suis partie, mais à tout petit pas, rien du tout. Mais vraiment, il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas que ça s'arrête. Et là, j'arrive et il y a un homme, en fait, qui chante, qui est de dos, qui ne m'a pas entendu arriver. Et j'arrive et puis d'un coup, il sent une présence, donc il se met à hurler. Enfin, le pauvre, je lui ai fait peur. Et là, il se retourne et il se présente et c'était le fameux Gérard. Et donc cet homme-là, homosexuel, d'une 60aine d'années, avec une immense expérience du chemin, commence en fait à me reconnecter à l'homme parce que je me dis, bon, avec lui c'est bon, je risque rien. Si lui il me dit que je suis sympa, en fait j'y cherche pas plus, donc ok, de lui je peux recevoir des choses. Donc ça a commencé déjà quelqu'un que je me suis dit, ok, avec lui je suis safe, puis en plus c'est cool parce que lui aussi marchait seul et il voulait être tranquille, donc je me dis, c'est trop bien en fait, lui il est cool. Donc j'ai commencé à m'ouvrir. Et petit à petit comme ça, il y a eu des rencontres de 7 hommes. D'accord. Et à la fin, moi qui avais été si en colère après les hommes, je me suis retrouvée au dernier jour avant d'arriver à Santiago. On fêtait l'anniversaire de l'un d'entre eux et j'avais voulu lui faire la surprise, qu'on lui organise un petit goûter d'anniversaire. Donc je dis à tous mes amis du chemin, venez, on va dans la petite supérette et on achète des trucs pour Reto. Et en fin de compte, il y avait tous ces hommes, mais tous différents, un grand chef d'entreprise suédois, un jeune de 18 ans anglais, enfin des gens tellement différents. Et en fait, tous ces hommes étaient là dans la hâte de me faire plaisir à moi. En fait, on organisait l'anniversaire de Reto, mais il n'avait qu'un but, c'était « et ça tu aimes, et ça tu veux ». Et là, d'un coup, je me suis retrouvée là en me disant « mais moi qui craignais les hommes, en fait, j'ai les 7 plus belles personnes autour de moi ». Et ça a été mon cadeau du chemin, quoi. Cette connexion d'amour sublime avec des hommes qui savaient me respecter et que je pouvais aimer, quoi, en étant en sécurité. D'accord. Donc on peut remercier ces 7 hommes. Ouais, okay. Que j'aime beaucoup. Ben, merci. Alors oui, il y a une question qui me taraude parce que on entend beaucoup de gens, particulièrement des femmes, qui se disent tiens, j'aimerais bien me lancer sur le chemin ou d'ailleurs sur d'autres parcours et qui hésitent pour un tas de raisons. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? De partir. de lâcher leur peur en fait. Non, je peux comprendre que ce soit, de toute façon c'est ça, sur le chemin on fait face à soi, on fait face à ses peurs, on fait face à ses limites. Donc je peux entendre, en plus malheureusement les médias ont communiqué il y a très peu de temps. J'ai d'ailleurs été en lien avec un des journalistes de France 2 où là je lui ai carrément proposé, j'ai une communauté de presque 4000 femmes marcheuses sur Facebook en lien avec le chemin. J'ai dit ok, tu peux les interviewer et demande-leur. Moi, j'ai fait 2 mois d'expérience seule, il ne m'est strictement rien arrivé. Donc, effectivement, je ne vais pas dire que le risque zéro n'existe pas. On peut se faire attaquer là, mais comme on peut se faire attaquer en sortant de chez soi, dans son parking, enfin, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut se libérer de cette peur et si vraiment on a l'appel, il faut se donner cette chance. Vraiment, c'est parce que ce qu'on va y trouver, la force qu'on va acquérir justement, et il n'y a rien de plus beau qu'en fait libérer une peur, ça va laisser la place à quelque chose de beau et de positif. Et ça vraiment, quand on prend conscience de ça, il faut y aller quoi en fait. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment se libérer de cette peur. Donc après, il y a plein de façons aussi de se prémunir. Effectivement, il y a des voies plus fréquentées que d'autres, il y a des heures plus fréquentées que d'autres. Déjà, il faut savoir que sur le chemin de Saint-Jacques, on n'est jamais vraiment seul. Parce qu'il y a quand même toujours des pèlerins. Donc même si on ne marche pas avec eux,
ils savent, on est dans les mêmes auberges le soir, donc s'ils ne nous voient pas arriver, c'est qu'il y a un problème. Et puis il y a de la bienveillance quand on a notre coquille, on est protégé par les gens. Enfin, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc vraiment, et puis après, il y a des accompagnateurs aussi qui peuvent être là pour sécuriser. Donc il y a plein de moyens, mais en tout cas, si l'appel se fait dans le cœur, faut y aller, quoi. Ouais. Et il y a pas de limite à se poser. Alors justement, pour faire la passerelle, puisque je crois savoir que tu accompagnes des femmes, mais aussi des hommes, potentiellement, ouais. sur le chemin. Qu'est-ce que tu proposes dans le cadre de cet accompagnement ? Ouais. C'est un accompagnement logistique, c'est un accompagnement... une présence, c'est un accompagnement mental, enfin, c'est quoi ton accompagnement ? Il est complet. Donc moi vraiment c'est l'idée, j'aime beaucoup l'image de la maman oiseau. C'est vraiment d'apprendre à ces femmes en particulier, parce que c'est vraiment vers elles que je m'adresse en priorité, même si j'accompagne des hommes aussi, mais c'est vraiment ma cible de cœur, les femmes. Ça va être de leur apprendre en fait à devenir autonomes, à croire en elles et à voir qu'elles sont capables de le faire. Donc le but, ça va être d'assurer effectivement le support logistique pour ces 3 premiers jours, parce que c'est vraiment ces premiers pas que je fais avec elles. Donc soit elles sont dans l'idée de cheminer, elles ont pris 15 jours par exemple, et donc on va faire les 3 premiers jours, et ensuite, comme la maman oiseau, je les pousse de leurs branches, et puis elles s'envolent et elles cheminent. Soit on fait 3 jours et ensuite elles font le choix de s'arrêter là et peut-être de reprendre après. Il y a vraiment cette liberté de son choix personnel à la suite de ça. Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je poursuis ? Est-ce que je poursuis de suite ? Est-ce que je poursuis plus tard ? Est-ce que je le fais d'un coup ? Est-ce que je le fais en portions ? Peu importe en fait. Mais c'est vraiment de leur assurer, de les guider aussi bien de façon logistique, de façon psychologique, à juste croire en elles et de leur prouver qu'elles sont tout à fait capables de le faire et qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'exceptionnel et que finalement c'est à la portée de tous et elles sont beaucoup plus capables qu'elles ne pourraient même pas l'imaginer en fait. Donc voilà, c'est vraiment cet accompagnement qui m'anime. Ce programme, il s'appelle comment ? Alors, les auditeurs veulent te retrouver. Oui, donc c'est La Voie du Chemin, mais VOIX, parce que ça aussi, le chemin m'a appris à libérer ma parole, on ne dirait pas, mais j'étais une grande timide et ne serait-ce que de parler à une personne, pour moi, c'était juste impossible. Et en rentrant du chemin, j'étais animée par parler de ce que j'avais vécu et j'ai eu l'opportunité de faire une première radio. J'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait avant d'y aller et puis je me suis mis à tout sortir et ça a été très libérateur et puis il y a eu les conférences et donc voilà, je me fais la voix du chemin en fait pour témoigner de ce qu'on peut y trouver et voilà, même si ça aussi je tiens à le dire et pour moi c'est tellement important. On ne peut pas dire qu'on trouve une chose précise sur le chemin. C'est chacun fera l'expérience qu'il a à faire. C'est une expérience qui est personnelle, qui est, pour certains, j'en ai connu sur le chemin où ça n'a pas été drôle du tout, en fait, leur chemin, et ça a été très pénible. Mais on y apprend tous quelque chose, en tout cas. Quand on a l'appel, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard et quel que soit ce qu'on va vivre et traverser, en tout cas, c'est quelque chose qui nous marque à vie, en fait. Ouais, peut-être une parenthèse pour ceux qui sont peut-être moins croyants, ou en tout cas qui ont du mal à se connecter à ces questions d'appel. Marcher, c'est pas forcément chercher un cheminement religieux, et c'était pas ton cas au départ, en tout cas. Est-ce que tu as un mot à leur dire ? Est-ce que ils sont les bienvenus sur Saint-Jacques ou est-ce que... J'ai rencontré des musulmans, des catholiques, j'ai rencontré des gens totalement athées, j'ai rencontré des marathoniens qui faisaient un marathon par jour, j'ai rencontré des trailers, j'ai rencontré des compétiteurs, j'ai rencontré des hommes et des femmes de foi. En fait, c'est le chemin de la vie, donc on a tous notre place dans la vie, qu'on soit croyant ou pas, et il faut juste avoir foi justement en cette vie et en l'amour. Et c'est la seule chose qu'on a en commun en fait sur le chemin. Ouais. C'est ça. Merci. On va passer à un autre moment de cet épisode qui porte plus sur les questions de
de leadership. Alors leadership, c'est un mot qui est souvent associé aux grandes entreprises et aux entreprises au sens large, mais on va élargir un peu la réflexion. Ce que j'entends moi par leadership, c'est voilà, cette capacité à avoir une posture qui embarque autour de soi, que ce soit sur des objectifs personnels ou professionnels. On peut être leader dans une association, on peut être leader dans une famille, on peut être leader sur le choix des vacances avec les amis. Mais en tout cas, cette question du leadership, elle est intéressante en 2025 parce qu'on l'a dit, tout s'accélère et tout va parfois même très vite. L'IA prend un certain nombre de missions qui étaient attribuées aux leaders. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment la marche peut jouer un rôle dans cette connaissance de soi, dans cette connexion à soi qui permet peut-être voilà, de gagner en efficacité sur des choses qui sont à valeur ajoutée. Voilà, comme tu l'as dit, en fait, c'est ça, c'est la marche, en fait, ce processus de marche, de mise en mouvement, mais dans la lenteur, c'est ça qui permet la transformation profonde, en fait, l'étude de soi, en fait. C'est vraiment ce qu'on peut acquérir dans la marche, que ce soit sur une itinérance comme j'ai pu le faire, mais une simple marche quotidienne également, ou même hebdomadaire. C'est vraiment cette mise en mouvement et ce processus d'aller apprendre à se connaître. Et c'est ça qui apporte, je pense, cette force et cette connaissance de soi et de ce qui est important. Et comme tu le disais, on peut être leadership dans n'importe quel modèle, mais en tout cas, ce qui va marquer à chaque fois, c'est la passion qu'on va poser sur quoi on devient leader, en fait. Et c'est ça qu'on apprend, en fait, à travers la marche et cette transformation, c'est d'apprendre à se connaître, de se faire face, d'aller voir nos valeurs, d'aller voir ce qui fait sens en nous, en fait. Et c'est ça qui apporte énormément à travers la marche, c'est de prendre ce temps, de poser les choses, c'est comme une méditation, en fait, en mouvement. C'est simplement de laisser les choses venir à nous, en fait. En même temps, on se met en mouvement, mais il n'y a pas d'attente. On ne va pas vers quelque chose, c'est les choses qui viennent à nous, en fait. Et là, c'est intéressant de faire justement la distinction, parce que le mot processus en entreprise est souvent associé à, voilà, il y a un objectif, une timeline avec des indicateurs, avec des ressources associées. Là, on est dans un processus qui est beaucoup plus naturel, qui se fait avec justement ce temps long. C'est ça que je comprends dans ce que tu décris là. Donc, il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit. Et plus on va chercher, moins on va trouver. C'est ça. Et oui, parce que c'est un peu comme la physique quantique, en fait. C'est au moment où tu essaies d'observer quelque chose qui disparaît. Donc c'est cette même idée avec l'objectif finalement de la marche et de la transformation profonde. C'est qu'on va justement se focaliser sur un but précis. Et en fait, on ne voit pas qu'on se transforme complètement en fait, sur plein d'autres choses. Donc si tu n'as pas d'attente, mais tu rentres complètement dans cette transformation. Et ça, moi, ça m'évoque justement le cadeau que j'ai eu sur le chemin. Donc je suis partie, forcément, on a fait des photos de moi le jour du départ. C'était à Montarno, je me souviendrai toujours. Et quand je suis arrivée à Sarria, donc Sarria, on est sur les 100 derniers kilomètres. Donc c'est un passage important, c'est là où justement j'ai été libérée de mon mental, où je vivais les choses de façon merveilleuse. Et là, je fais une rencontre très importante avec Per, un Suédois. Et il y a une connexion qui se fait entre nous directement. Et ce jour-là, en fait, il me dit « mais je veux voir ton image le jour où tu es parti ». Donc je lui fais voir la fameuse photo de Montarno. Il me dit « ok ». Et finalement, on a cheminé ensemble jusqu'à Santiago et au-delà d'ailleurs. Et quand on est arrivé à Santiago la première fois, il m'a prise en photo. Et là, il m'a dit maintenant, Almine, je vais te demander de ressortir l'ancienne photo et de voir la nouvelle. J'étais plus la même. Donc c'est ça, c'est de se dire que, alors que je n'avais pas d'attente parce que je n'allais pas à Santiago, pour moi je n'avais même pas acheté le miam miam dodo espagnol, c'était juste impossible en fait. Pour une fois, je ne voulais plus être cette compétitrice qui se disait ok je fais le GR20, je souffle mais je vais jusqu'au bout. Non, c'était là en fait je n'avais pas d'attente, c'était me trouver, à la limite s'il y avait une attente c'était ça, c'était aller à ma rencontre. Donc à la rencontre de qui, de quoi, dans combien de temps, je ne savais pas en fait. Et c'est là où s'opère une transformation et qui se voit même physiquement. J'étais plus la même personne. Et c'est intéressant cette notion de lâcher prise sur l'objectif parce qu'on a le sentiment en t'écoutant que c'est à partir du moment
où il n'y a plus d'objectif quantifiable, que le champ des possibles s'ouvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends conscience que ça peut s'arrêter, c'est là que ça devient possible de continuer, quoi. C'est ça que je comprends. Ouais. C'est exactement ça. Et je pense que justement, pour après avoir cette fameuse position, il n'y a que comme ça en fait. Sans quoi il y a du formatage, il y a de l'adaptation, il y a du contrôle. Et du moment où tu mets le contrôle, rien ne se fait en fait. Rien ne se fait. Alors là aussi, hein, je prolonge par rapport à ce que tu dis, parce que voilà, derrière contrôle, il y a la notion d'assertivité, d'exister dans une société. Tu es une femme. Voilà, c'est intéressant d'aller chercher comment fait-on pour être une femme en 2025, être assertive, c'est-à-dire être capable de dire non, être capable d'aller vers les choses qui nous plaisent, être capable de faire les bons choix, les choix vers lesquels on a envie d'aller, sans passer pour quelqu'un de trop dur, trop solitaire, trop exigeant. Enfin, voilà. Comment on arrive à faire ça ? C'est très compliqué. Malheureusement, je m'aperçois encore qu'en 2025, et pourtant Dieu sait qu'on se dit que les mentalités évoluent, mais j'en ai vraiment fait l'expérience il y a très peu de temps et ça m'est apparu vraiment comme une évidence douloureuse. Le non féminin n'est pas recevable dans notre société. L'homme n'accepte pas encore le non féminin. C'est très très compliqué. Et nous-mêmes, on ne se l'autorise pas parce que c'est pas dans notre structure mentale. On nous a toujours appris depuis petite fille, t'obéis à ton père, t'obéis à ton patron, t'obéis à ton mari. Voilà, point. Et d'ailleurs, sur le chemin, tous les jours, c'est « Oh, madame, mais vous êtes courageuse, mais c'est insensé, une femme seule sur le chemin. » Et un jour, je me souviens, à Oloron-Sainte-Marie, un monsieur de 70 ans me dit « Mais quand même, mais je ne comprends pas, mais vous n'avez pas peur ?» Et là, je lui ai posé la question, j'ai dit « Mais en fin de compte, vous vous sentez tant prédateur en tant qu'homme pour pouvoir dire ça à quelqu'un ? Jamais j'irai dire à un mec, mais t'as pas peur de te faire attaquer. Enfin, et c'est quand même, voilà, ce truc de se dire, mais en fait, la femme n'est pas encore en droit d'être libre et elle ne se l'autorise même pas, en fait, parce que la société lui renvoie en permanence, ok, tu peux dire un petit non, mais si ça m'arrange, en fait. Hein. C'est vraiment, donc, il y a encore un sacré chemin à faire avec ça. C'est vraiment, et alors qu'il faut oser, en fait, on a le droit. Écoute, ça ouvre peut-être la voie à un séjour qui mixe hommes et femmes pour aller à la rencontre des uns et des autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup, et là je parle plus en tant qu'homme, il y a beaucoup de méconnaissances sur le fonctionnement réciproque, il y a beaucoup de jeux de séduction, il y a beaucoup de jeux de pouvoir qui effectivement sont liés à notre monde très patriarcal. Il y a aussi des alliés, des hommes qui ont envie de faire changer les mentalités avec leur éducation aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont alliés qu'ils sont prêts. Et donc il y a probablement aussi à accompagner cette... c'est vraiment aussi une écoute de la partie masculine parce que je pense que finalement aussi il y a beaucoup de souffrance derrière ce côté castrateur, patriarcal. Donc il faut savoir l'entendre aussi, cette souffrance. Et je pense qu'en plus peut-être avec certains mouvements féministes où on est passé à l'extrême à devenir des castratrices, c'était pas la solution non plus, quoi. Donc de savoir en fait, savoir se parler. Et je pense que ce sera une bonne façon de savoir se comprendre au bout d'un moment, en fait. Merci pour cette parenthèse qui concerne les hommes et les femmes, mais elle est fort utile, merci. Tu parlais tout à l'heure de l'éducation dans l'enfance et de toi en tant que petite fille. J'aime bien poser cette question. Voilà, si tu avais en face de toi la petite Albine de 6 ans, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Qu'est-ce que tu auras envie de lui partager avec l'expérience que tu as aujourd'hui ? Crois en tes rêves et n'aie pas peur. Crois en tes rêves, n'aie pas peur. Et marche. Marche. Merci. Alors, on a quelques éléments sur effectivement le leadership. On va plus repasser sur les questions de connaissance de soi. Tu reçois dans ton cabinet, en tant qu'hypnothérapeute, des gens. Est-ce qu'il y a, selon toi, des choses qui les réunissent, tous ces gens que tu reçois ? Est-ce que tu constates qu'ils viennent te voir pour des raisons qui sont proches ? Est-ce qu'il y a des similitudes que tu vois dans le genre humain ? Oui. En fait, on court tous après la même chose. En fait, c'est cet amour.
finalement, j'ai des problématiques diamétralement opposées. Ça va être l'arrêt du tabac, un problème de sommeil, enfin. Mais en fait, au fond, il y a à chaque fois cette manifestation profonde du manque de confiance en soi. Et donc, c'est ce manque de connaissance de soi, c'est ce manque d'amour de soi, en fait. Et on cherche perpétuellement à l'extérieur quelque chose qui va combler ce manque, mais qui est faux, en fait, parce qu'il est là, cet amour. Il est là, il est présent en nous, on est cet amour, on est entouré de cet amour, mais on s'est tellement coupé de ça qu'on va aller le chercher par des comportements excessifs, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers le tabac, à travers la boulimie, enfin. Et on cherche le sport aussi, hein, la bigorexie, voilà. Et c'est vraiment d'aller chercher toujours perpétuellement à l'extérieur à combler ce manque, en fait. Alors que si on se reconnecte, si on prend ce temps de réécouter ce qui se passe à l'intérieur, en fait, d'aller écouter ce qui est présent là en nous, en fait, on manque de rien. Tout est là. Est-ce que justement, là, pour ceux qui nous écoutent, tu as une petite mise en pratique rapide à leur proposer pour qu'ils se connectent à leur être intérieur? Oui, ben, c'est justement, en fait, j'ai justement vu un écrit ce matin qui m'a beaucoup marqué, mais je pense que la meilleure des façons, et ça c'est souvent que j'en parle aux personnes qui viennent me voir en soins, c'est de commencer la journée par se saluer soi-même, par s'honorer soi-même, par aller écouter ce qui se passe en soi. Comme quand on est en couple, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour à l'autre, on lui demande s'il a passé une bonne nuit. Est-ce qu'à un seul moment on se pose la question à soi? Jamais. Alors que c'est par ça qu'il faut commencer. Donc réveillez-vous le matin, acceptez, accueillez ce qui se passe en vous, en fait. Dites-vous bonjour et ressentez ce qui se passe en vous. Il y aura peut-être de la colère, il y aura peut-être du stress, il y aura peut-être de l'inquiétude, il y aura peut-être de la joie. Vous ne jugez pas, acceptez ce qui est là, en fait. Le simple fait d'accepter, ça va transcender forcément. Mais ayez ce moment à vous, en fait, de vous à vous. Honorez-vous, soyez poli avec vous-même comme vous le faites avec vos enfants, avec votre compagnon. Il n'y a pas un seul matin où vous n'allez pas leur dire bonjour et pas leur demander comment ils vont. Alors faites-le pour vous, quoi. Merci. Alors on avance dans notre épisode et puis on va se remettre en marche, hein, puisqu'on a une petite heure qui nous attend de marche pour redescendre jusqu'au véhicule. Si tu devais partager, alors pas forcément un mantra, mais une phrase qui te porte, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te guide, toi? Ben, c'est que tout est possible. Tout est vraiment possible. Il n'y a rien d'impossible dans la vie, en fait. Il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on pose, ben, c'est nous-mêmes qui les posons, en fait. Mais vraiment, tout est juste. Tout est positif, la notion du bien, du mal, enfin tout ça, il faut l'éliminer et tout est possible en fait. Donc croyez en tout ce que vous posez dans la vie parce que tout est possible. Merci. Donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y aurait, alors pas forcément un podcast, mais justement peut-être un ouvrage ou une lecture que tu conseillerais à nos auditeurs pour continuer à avancer sur leur chemin? Ben, je trouve qu'enfin un qui est très inspirant, c'est le bouquin de Paulo Coelho. Alors là, ça c'est pour moi, enfin c'est le mentor. J'ai été moi personnellement très touchée par le bouquin aussi. Ah ça y est, j'ai oublié l'écrivain. Ah zut, je le retrouverai. Mais qui est le chemin sur Compostelle. Ah zut, ça y est, j'ai oublié celui-là. Oh bah zut. C'est bête ça. Je peux pas t'aider. C'est Maud Ankawa. Maud Ankawa. Ah oui, Maud Ankawa. Ouais. Alors c'est vrai que, même si après j'ai peut-être été déçue du personnage. Ah oui. Il faut peut-être pas le dire. Mais le bouquin, c'est vraiment, enfin en tout cas, j'y ai lu mon expérience. Et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est une amie qui l'a lu après mon retour, après que je lui ai raconté, après mes conférences, qui m'a dit non mais c'est pas toi, Maud Ankawa. J'aimerais bien, mais ce n'est pas moi. Et vraiment, ça a été, c'est très, très proche de ce que j'ai vécu, en tout cas, qui a été mon expérience. Mais je dirais que vraiment, voilà, celui qui est vraiment inspirant, c'est Paulo Coelho. Ouais. Il a vraiment ce sens, justement, du chemin, de ce chemin de vie,
du pouvoir de la marche, du pouvoir de la transformation. Ok, merci. La toute dernière question que j'ai pour toi, c'est, voilà, on va faire plein de prochains épisodes. Et voilà, si tu avais quelqu'un à nous recommander dans ton proche entourage, qui est-ce que ce serait? Il y en a un, j'aimerais bien, je ne sais pas s'il va vouloir. On essaiera. Mais c'est Hubert Borg, donc c'est le monsieur qui a créé, entre autres, les canoës-bornes de Saint-Guilhem, mais qui est un des plus grands guides de la région. Je crois, il a fait partie de la création de la Sotaroc. Enfin, donc c'est un sacré personnage, une sacrée belle âme, une sacrée force de caractère et un grand marcheur devant l'éternel. Donc, je ne sais pas s'il jouera le jeu, mais s'il le joue, ça va être puissant. Écoute, on va essayer. Merci en tout cas de me recommander cette personne. On va essayer de se connecter à Hubert. Et puis, ce que je te propose, on va arrêter l'épisode ici. On va se remettre en marche et puis continuer notre échange, notre bel échange. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Les échappées, ça s'écoute et surtout, ça se vit. Les leaders n'attendent pas d'avoir le vent dans le dos pour avancer vers le prochain épisode.